Merci beaucoup, Anne. Moi, je voudrais d'abord remercier donc les organisateurs de m'avoir invité à présenter ce topo sur les erreurs de laboratoire en biochimie, et puis surtout une pensée pour Layashi, notre ami. J'espère qu'il va se rétablir très vite. Voilà, on parle d'erreurs. C'est surtout les Italiens, vous savez, l'équipe de Plebani et Lippi qui ont travaillé beaucoup sur cette notion d'erreur de laboratoire et qui ont aussi travaillé sur la répartition, la typologie de ces erreurs. Comme vous le savez, les risques sont décroissants du pré-analytique qui est le plus important, le post-analytique et l'analytique. Mais les conséquences pour le patient sont en revanche plus difficiles à évaluer. Je crois qu'il y a certaines études qui montrent que ça représente moins de 5% des erreurs. Mais bon, c'est celles-là qui sont les plus importantes pour nous. On les découvre souvent à l'occasion d'un dysfonctionnement. Alors pour ne pas rentrer dans des listes et dans des panoramas à la Plebani-Lippi, moi je voudrais vous présenter sur chacun des trois processus un cas clinique à propos d'un cas, essayer d'illustrer un petit peu ce qui peut arriver si on fait pas attention. Alors pour le pré-analytique d'abord, je vous propose ce cas. Donc à 15h30, le biologiste qui est de validation sur un plateau technique important consulte un bilan. Dans une file de validation, il en a encore 300 à valider dans l'après-midi. Et il voit sur son écran le bilan suivant que vous voyez. Il constate aussi sur son cil que les techniciens ont vérifié les trois paramètres qui sont pathologiques, donc le chlore, la réserve et la CK. Et donc il s'apprête à les téléphoner au prescripteur. Donc l'interprétation a l'air facile, une alcalose métabolique avec une hypochlorémie, il y a de nombreuses étiologies possibles, et sans doute une rhabdomyolyse puisque la troponine est normale. Et là je vous propose deux scénarios. Le premier, c'est que le biologiste, il téléphone, il valide le bilan, il continue, il n'a pas beaucoup de temps. Et le deuxième scénario, il creuse. Donc dans le premier scénario, le résultat est rendu et le prescripteur voit qu'il y a un bilan perturbé, mais pas d'urgence vitale. Le prescripteur décide de revoir son patient dès que possible. Alors il revient le voir le lendemain matin, le patient va mal. Tétraparésie, rétention urinaire, très angoissé, et il a une arythmie. Le médecin décide une hospitalisation en urgence. Le patient arrive au SAU à 12h30 après un transport par les pompiers. L'urgentiste demande un électrocardiogramme, un bilan hydroélectrolytique sanguin. Il est réalisé sur place en biologie délocalisée. On confirme l'alcalose avec un pH à 7,65, PCO2 55, une PO2 à 60 et surtout un potassium à 1,5 mmol par litre. Et malheureusement, avant toute intervention, le patient décède après une atteinte des fibres musculaires lisses avec iléus paralytique et arrêt respiratoire. Mauvais scénario. Effectivement, les hypokaliémies... Alors à partir de maintenant, je vous donne que des références francophones parce que ici, on va faire comme ça. Cet article sur les hypokaliémies montre que ce sont des troubles fréquents en pratique clinique. Bon, l'hypokaliémie, elle peut être bien tolérée chez des patients en bonne santé, mais le pronostic vital est engagé lorsqu'elle est sévère, c'est-à-dire inférieure à 2 mmol par litre. Et la mortalité peut augmenter en cas de pathologie cardiaque sous-jacente. Bon, les causes, il y en a beaucoup. C'est surtout lié aux échanges cellulaires ou à des pertes digestives ou rénales, le plus fréquent étant la prise de diurétiques. Bon, s'il n'y a pas de diagnostic étiologique, on peut orienter le diagnostic par la biochimie urinaire et l'état acido-basique. Mais dans tous les cas, il faut avoir un traitement symptomatique et étiologique. Donc ce scénario 1, ça n'a pas été optimisé. Je reprends au départ. Et donc cette fois-ci, le biologiste, à 15h35, il cherche dans le cil des éléments de contexte pré-analytiques disponibles. On voit que c'est un homme de 52 ans qui habite un village de campagne à 100 km du plateau technique. Le bilan est prescrit à domicile par un médecin traitant. Il est prélevé à 8h30 par une infirmière libérale et il est reçu au laboratoire à 14h30. Donc 6 heures, c'est la limite qui est fixée par le laboratoire maximum de délai de prise en charge des prélèvements. Donc il est accepté.
Devant ces éléments, il demande aux techniciens de regarder l'aspect du plasma, car il suspecte un défaut de conservation de l'échantillon compte tenu du délai d'acheminement de 6 heures. Il s'avère qu'une légère hémolyse est visible, mais l'index étant inférieur au seuil défini par le laboratoire, il n'y a pas d'alerte dans le cil. Donc, devant ce tableau, le biologiste y téléphone au prescripteur en l'alertant sur le risque d'une hypokaliémie majeure masquée sur les résultats du compte-rendu par l'hémolyse, qui est sans doute lié au délai important du transport. Un prélèvement de contrôle est demandé en urgence. Le médecin traitant propose une hospitalisation immédiate du patient, qui est transporté par le SAMU vers le SAU au centre hospitalier situé à 40 km de son domicile. Donc, le patient arrive dans un contexte d'asthénie, d'édème des membres inférieurs, au retour de 3 semaines de vacances dans le sud de la France. Une hypertension, il est apyrétique, pas d'antécédents, et le CG montre un rythme sinusal régulier, mais la présence d'ondes U qui signe une arythmie. Donc, il arrive à 18h30, l'hypokaliémie est confirmée, et devant cette hypokaliémie profonde, associée à une alcalose métabolique, à des anomalies électrocardiographiques et une rhabdomyolyse, le diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire est pressenti. Traitement à base de potassium, entrepris sous monitoring cardiaque, par voie veineuse et par voie orale, et le patient est hospitalisé pour mise au point. Donc c'est un vrai cas, que c'est nos amis suisses qui ont décrit ce cas d'hypokaliémie sévère au retour de vacances. Bien sûr, il y a eu une évolution favorable de la kaliémie, vous voyez la courbe en haut à droite, correction de l'alcalose, normalisation de l'ECG, et le patient regagne son domicile à J8 sans aucune séquelle. Alors quand même, pour voir un peu de quoi il s'agissait, le diagnostic étiologique est recherché avec des examens complémentaires. On a une kaliurèse élevée, donc inappropriée en regard de la kaliémie, des concentrations plasmatiques de rénine et d'aldostérone diminuées. Donc en fait, on est en face d'un hypoaldostéronisme qui contraste avec la clinique d'hyperaldostéronisme. C'est une cause rénale de pseudo-hyperaldostéronisme. Et à l'anamnèse, on constate que ce patient consommait quotidiennement plus d'un demi-litre d'apéritif sans alcool à base de réglisse lors de ses vacances et continuait encore à en prendre à son retour. Or, l'acide glycyrétinique peut causer des pseudo-hyperaldostéronismes. Donc, le diagnostic d'hypokaliémie lié à une consommation de réglisse est posé. Comme vous voyez, le scénario 2, il est favorable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du système qualité ? Le laboratoire va créer une non-conformité critique sur le processus préanalytique parce qu'il y a un risque avéré de non-détection d'une hémolyse avec un impact patient important. On analyse les causes, durée d'acheminement, agitation, pratique du prélèvement. Je vous renvoie à quelques articles francophones sur le sujet. Et des mesures correctives sont proposées au niveau du prélèvement, revue de contrat, information, sensibilisation, au niveau du transport, revue des tournées, centrifugation le plus vite possible, et au niveau du laboratoire, revoir les limites acceptables de la durée d'acheminement éventuellement, revoir les alertes, revoir la politique d'interprétation des résultats en cas d'hémolyse, etc. Donc comme vous voyez, on va éviter que ça recommence. C'est des mesures correctives. Mais on ne peut pas éviter un risque patient qui n'est pas encore arrivé, et d'où la nécessité d'aller plus loin que simplement des mesures correctives. Alors aller plus loin, ça veut dire, et ça c'est un peu dans l'esprit de ce que disait Anne tout à l'heure avec la nouvelle norme, c'est que c'est important d'identifier les risques. Alors il y a des méthodes que vous connaissez pour faire cette analyse. Ce qui est intéressant, c'est d'hiérarchiser ces risques en fonction de leur occurrence, de leur criticité, de leur détectabilité et centrer des plans d'action sur les risques les plus critiques. Donc on ne va pas rajouter la paperasse, on ne va pas rajouter des exigences, on va simplement simplifier le système en essayant de maîtriser les points les plus critiques par la mise en place de ces mesures préventives et les suivre avec audit et indicateurs. Ça, c'est la méthode générale. Dans le cas précis, le préanalytique, on distingue en général le préanalytique à l'extérieur du laboratoire du préanalytique à l'intérieur du laboratoire. Et à l'extérieur du laboratoire, c'est le plus difficile, bien sûr, parce qu'on va avoir une maîtrise indirecte. On va pouvoir donner des indications, des procédures, faire des enquêtes, des contrats surtout, c'est-à-dire qu'on va maîtriser indirectement ces choses-là.
Et puis on va peut-être être aidé maintenant par l'informatique et les technologies, prescription connectée, M-santé, e-learning, les drones, les pneumatiques, les tubes de plus en plus performants. Donc un certain nombre d'éléments qui peuvent prévenir ces risques. Et puis à l'intérieur du laboratoire, mais ça généralement c'est beaucoup plus facile à maîtriser puisqu'on va fonder cette maîtrise sur la formation et habilitation du personnel du laboratoire, avec aussi des avancées technologiques et informatiques qui vont nous aider. Alors, en résumé sur le processus préanalytique, comme vous savez, c'est 60-70% des erreurs. Il y a de nombreux risques sur la qualité du résultat. C'est difficile à gérer parce qu'on n'est pas sur place. Et avec les laboratoires multisites, difficile à homogénéiser sur tous les sites. Donc, on cherche des simplifications, utiliser les équipements, l'informatique, les systèmes de transport. Mais bien sûr, les éléments critiques, ça va être l'implication des biologistes, la compétence du personnel et la maîtrise indirecte des préleveurs hors LBM, ce qui n'est pas une mince affaire, je pense. Alors voilà pour le processus analytique maintenant, à propos d'un autre cas. Alors là, le biologiste de garde du laboratoire de biologie d'urgence de l'hôpital prend connaissance d'un résultat de bilirubinémie néonatale prescrit par la sage-femme de la REA néonate qui est située sur le site. Donc le contexte préanalytique, c'est un nouveau-né âgé de 3 jours. Le prélèvement est fait à H72 en réa, dimanche matin à 9h, transmis par pneumatique, arrivé à 9h10. Donc le préanalytique ne pose pas de problème apparemment. Le résultat de 210 micromoles par litre avec un aspect ectérique est vérifié. Le contrôle de qualité du matin est conforme. L'antériorité de la veille était à 180. Donc c'est un patient qui vient de naître d'une maman groupe sanguin RH+, RAI négatif, bonne adaptation, pas de risque particulier. Alors, il n'y avait pas d'ictère précoce, mais à H72, la bilirubine transcutanée qui est faite par le service est à 270 micromoles par litre, et c'est pourquoi une bilirubine totale au laboratoire a été demandée avant mise en route d'une photothérapie. Donc, scénario 1, le biologiste valide le bilan, téléphone le résultat à la sage-femme. Scénario 2, le biologiste creuse. Alors, dans le scénario 1, devant ce résultat, la sage-femme consulte les ABAC recommandés par la Société française de néonates. Il s'agit d'un enfant sans risque particulier, donc ça va être la courbe bleue, c'est le duo qui va être intéressante. Les croix bleues que vous voyez, ce sont les résultats de la bilirubine transcutanée. Et donc la dernière à H72 montrait était au-dessus de la ligne bleue. En revanche, le résultat du laboratoire, qui est le triangle rouge, se trouve en dessous. Donc s'agissant d'un enfant sans risque particulier, une valeur à 210 ne constitue pas une indication de mise sous photothérapie immédiate, contrairement à ce que le BTC indiquait. Donc la surveillance est maintenue, un nouveau prélèvement est prescrit pour le lendemain. Donc le lendemain, on maintient la discordance. Vous voyez le deuxième triangle rouge qui est bien en dessous. Et cette discordance, elle est en désaccord avec l'état clinique du nouveau-né et le même décalage est observé sur les autres enfants du service. Donc le réanimateur décide, mais avec 24 heures de retard, une mise sous photothérapie immédiate qui sera efficace par la suite. Les conséquences neurologiques de l'épisode ictérique prolongé seront évaluées par la suite. Donc là, on a un retard de prise en charge. Alors, je reviens sur le scénario 2. Là, le biologiste s'intéresse au contexte analytique cette fois. Donc la bilirubine, elle est mesurée par diazotation. Il y a une calibration en un point avec un calibrant à 78 micromoles par litre. Il n'y a pas de panne. Les contrôles de qualité sont conformes aux critères du laboratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement des règles de 2S et 3S. Alors, le biologiste, là, est alerté par deux éléments qu'il n'avait pas pris en compte. Les niveaux de calibrant et de contrôle de qualité sont bien adaptés pour des résultats adultes, mais ne permettent pas de contrôler précisément ceux des nouveau-nés, qui sont souvent supérieurs à 150 micromoles par litre. Ça, parce qu'on a un niveau 1 à 10 et un niveau 2 à 52. Et puis, il y a 2 jours, ce qui correspond au point rouge, il n'y a pas eu de changement de load réactif, mais il y a eu utilisation pour la première fois d'une boîte de calibrant avec une date de réception différente de celle utilisée lors des précédents jours. Donc, le biologiste fait une enquête sur la gestion des réactifs.
Il s'avère que cette boîte de calibrant, arrivée il y a 1 mois, a été à tort stockée dans un réfrigérateur différent de la chambre froide habituelle. La température dans cette enceinte n'était pas surveillée par le laboratoire. La boîte y est restée 3 semaines avant qu'elle soit remise à sa place dans la chambre froide. Aucune conformité n'a été signalée. Après recalibration à l'aide d'un calibrant du même lot, mais qui vient d'une autre réception, les valeurs des CQI sont corrigées. Le résultat pour le nouveau-né est alors de 280 micromoles par litre. Ce résultat est téléphoné au prescripteur. La sage-femme le juge cohérent avec celui du BTC et met le nouveau-né sous photothérapie immédiatement. Ce cas est réel, c'est arrivé à Trousseau, mais dans un autre contexte, qui n'était pas un problème de réactif, mais un problème de différence intertechnique. Ça a fait l'objet d'une étude qui a été réalisée conjointement avec la CFBC, le CNBH et le CNRHP, qui a montré des différences importantes entre les techniques, avec des problèmes de standardisation des calibrants au cours du temps. On espère que ça va être bientôt corrigé, parce qu'il y a un nouveau matériau de référence qui vient de sortir, et on espère que les différents fournisseurs vont corriger leur valeur assignée pour être conformes avec les consensus et les abacs d'interprétation des bilirubines néonatales. Bon, là encore, mes mesures correctives. Je vais aller vite, mais là, il y a un risque avéré de non-détection d'une dérive analytique avec un impact patient. On va analyser les causes, stratégie de CQI, gestion des réactifs fragiles, surveillance des équipements critiques. Et donc, les mesures correctives adaptées vont être mises en place. Je me dépêche. Donc, éviter la récurrence du dysfonctionnement, là encore, ça ne permet pas d'éviter un risque pas encore survenu. Donc, sur l'analytique, la maîtrise des risques préventive, il y a 3 étapes pour simplifier. La vérification des performances initiales, bien les connaître. La procédure analytique proprement dite et le suivi au cours du temps. Et on va voir que là, on est dans des éléments de maîtrise qui sont à l'intérieur du laboratoire, qui sont généralement bien maîtrisés, particulièrement dans les laboratoires accrédités. Formation, habilitation du personnel, la métrologie, la réactovigilance, les maintenances préventives, la stratégie CQI-EEQ, etc. Le suivi des performances au cours du temps, normalement, on doit pouvoir y arriver. L'apport des industriels est intéressant parce que de plus en plus, les automates, les analyseurs intègrent une gestion intégrée de la maîtrise des risques. Et ça, c'est important comme évolution. Ça va dans le sens qui nous est demandé. Donc, le processus analytique, en résumé, il est bien maîtrisé. Il n'y a que 13% des erreurs. Il y a des risques limités grâce à tout ce qui a été mis en place avec le contrôle de qualité. Et puis, c'est au sein du laboratoire avec son propre personnel, donc c'est beaucoup plus facile à maîtriser. La concentration des laboratoires, finalement, ici, enfin, en France, c'est ici un avantage parce que ça a permis de simplifier, d'harmoniser les techniques du laboratoire multisite et de réduire le nombre d'analyseurs, donc plus facile à maîtriser. Et puis, il y a des progrès technologiques importants, les performances des analyseurs, les équipements qui intègrent une maîtrise des risques, la régulation sur les réactifs aussi qui sera, je pense, une aide. Alors, un dernier petit cas plus rapide sur le post-analytique. Donc là, le biologiste est face à un bilan thyroïdien avec une T4L et une T3L augmentées et une TSH ultrasensible diminuée. Bon, le contexte préanalytique, pas tellement de problème. Les dosages sont réalisés par immunoanalyse en chimioluminescence sur un automate Roche. Aucune panne n'est rapportée. Les CQI sont conformes et les EEQ sont conformes aussi. Donc le biologiste interprète ces résultats comme des concentrations T3, T4 élevées associées à une TSH non freinée, témoignant d'une hyperthyroïdie. Donc scénario 1, il valide le bilan avec une interprétation hyperthyroïdie. Scénario 2, il va creuser le contexte clinique. Dans le scénario 1, le prescripteur revoit sa patiente en consultation. En l'absence de signes cliniques concordants, il prescrit un bilan de contrôle au même laboratoire et un examen complémentaire. Là, il y a une erreur, c'est un anticorps anti-récepteur de la TSH qui est prescrit. Celui-ci confirmera le diagnostic d'hyperthyroïdie et l'augmentation associée des auto-anticorps dirigés contre le récepteur thyroïdien de la TSH oriente vers une maladie de base d'eau infraclinique.
Donc le médecin prescrit un traitement par ATS avec carbimazole péros pour 3 semaines avec une échographie thyroïdienne, un nouveau bilan biologique à faire prescrire en ville. Alors après 3 semaines, la patiente revient en consultation, écho thyroïdienne normale, bilan biologique normal. Mais en revanche, elle se plaint de nausées, vomissements, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires. Le traitement est arrêté. Donc là, on est dans un cas où il y a eu un faux diagnostic avec un traitement inadéquat qui a provoqué des effets secondaires. Donc, ça ne va pas. Alors, on reprend le scénario 2. Et là, le biologiste, il consulte l'ensemble des données disponibles sur le serveur d'information clinique dont il dispose, puisque on peut maintenant avoir toutes ces informations. Donc, le contexte clinique, c'est qu'il n'y a pas de signe d'hystéroïdie chez cette patiente, qui consulte dans un autre contexte. Le patient déclare prendre régulièrement des compléments alimentaires vitaminés pour améliorer sa peau et ses ongles. Les compléments alimentaires dans cet usage sont fortement chargés en biotine, jusqu'à 30 mg par litre, soit 1000 fois l'apport quotidien recommandé. Or, vous savez que l'interférence de la biotine circulante sur les dosages qu'utilise le couple streptavidine-biotine, utilisé ici, entraîne des résultats faussement élevés pour les techniques compétitives, donc ça correspond à T3, T4 et anti-RTSH, et faussement abaissé pour les techniques sandwich, comme la TSH. Et donc, ça simule des variations pathologiques cohérentes. Donc, la prestation de conseil auprès du prescripteur, c'est une demande de bilan de contrôle 48 heures après arrêt de la prise des compléments alimentaires. Et là, le bilan thyroïdien s'avérera normal. Les sources, eh bien, je vous laisse... vous connaissez sûrement les différents articles de Marie-Lise Piketty sur ce sujet. Ça reste d'actualité. Donc, la création d'une non-conformité critique sur le processus post-analytique et un risque avéré d'interprétation erronée des résultats avec un impact patient important. Donc, les causes, c'est renseignements cliniques pertinents non renseignés, connaissance insuffisante des limites de la technique, et on va pouvoir proposer des mesures correctives que je vous laisse lire. Enfin, il faut savoir quand même qu'il y a des profils faussement pathologiques qui peuvent apparaître avec ces techniques. En dehors de l'hyperthyroïdie, on peut avoir une fausse intoxication par la vitamine D, un faux hypercorticisme ACTH indépendant. Donc, il faut le savoir, avoir les commentaires, c'est de parler pour harmoniser les prestations en amont. Donc ça, c'est des mesures correctives. Et pour la partie préventive, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la partie bien définir les règles de confirmation, vérification technique, notamment en urgence et en période de permanence des soins. Bien définir aussi les modalités de validation et d'interprétation entre les biologistes en fonction de la réglementation. Et puis sur la partie transmission des comptes rendus, sécurité, intégrité, confidentialité, qualification des interfaces. Là, c'est tout l'aspect qui en France avance beaucoup en ce moment, du Ségur numérique pour sécuriser l'ensemble de la transmission des comptes rendus. Donc beaucoup de progrès possibles. Donc il y a quand même 19% des erreurs de laboratoire. Il y a deux parties. Il y a la partie directe au sein du laboratoire. Donc si on maintient le double verrou confirmation technique, validation biologique, c'est important. Et la médicalisation de la biologie, c'est la valeur ajoutée d'une connaissance mixte, analytique et clinique dans cette vérification. En revanche, sur les aspects de transmission électronique et informatique, c'est plutôt une maîtrise indirecte. Donc on voit bien en ce moment beaucoup d'avancées sur la certification des logiciels, sur la mise en place de l'INS, l'authentification forte, l'interopérabilité, le DMP, MSS, tous ces aspects qui vont dans le sens d'une maîtrise indirecte, pas par le laboratoire, mais le laboratoire accompagne ce processus. Donc les progrès informatiques également avec le développement de la e-santé et de la m-santé qui va faciliter cet aspect peu analytique et sa maîtrise. Voilà, en conclusion, il y a de nombreux dysfonctionnements possibles sur le processus de l'examen, notamment en biochimie. Ça peut entraîner une interprétation erronée des résultats, parfois des décisions médicales inappropriées et potentiellement un risque de préjudice pour le patient. Donc, comme disait Alain, c'est le cauchemar du biologiste, effectivement. En biochimie, ça peut arriver à toutes les étapes du processus. Le risque est plus important en pré-ANA, post-ANA, ANA. Il y a des cas concrets et réels qui génèrent des dysfonctionnements. Et donc, généralement, on fait des corrections, on fait des actions correctives, on évite que ça recommence.
mais il faut compléter par une analyse des risques par processus préalable au dysfonctionnement pour éviter que ça arrive, par des actions préventives. En résumé, et je crois que c'est l'idée de la norme, c'est qu'il faut fonder l'ensemble du management du laboratoire sur la maîtrise des risques patients et sur la garantie du service médical rendu. Voilà, je vous remercie.